Bonsoir à tous. Pour cette deuxième journée du Salon Grand Est numérique, nous avons à nouveau délocalisé notre plateau au cœur du centre des congrès de Metz qui se trouve derrière moi. Mais on ne change pas notre ligne de conduite puisque comme chaque jour, on va décortiquer l'actualité locale dans les prochaines minutes. Voici les titres de ce vendredi 9 septembre. L'information est tombée rapidement hier soir. La reine Elisabeth II est décédée à l'âge de 96 ans dans sa maison en Écosse. Depuis hier, le monde entier réagit à la nouvelle, tout comme les Mosellans. Témoignage dans quelques instants. C'est au tour de Pierre Cuny, maire de Thionville, de faire sa rentrée. Parmi les grandes préoccupations, la transition écologique et faire face bien sûr à la crise énergétique. On fait le point. L'actualité, c'est aussi la reprise des activités à la piscine d'Amnéville après presque 2 mois de fermeture après des agressions sur le personnel. Le public est à nouveau dans les bassins. On retrouvera le maire pour en parler. Et le ciel mitigé sera la constante ce week-end, gris du matin au soir pour la journée de samedi accompagnée d'averses. Les températures se rapprochent des normales de saison, 12 à 14 degrés le matin et 19 au maximum l'après-midi. Légère amélioration le dimanche avec un temps sec et un ciel partagé entre nuages et éclaircies. Le thermomètre affichera 22 au maximum. Et lundi, la tendance est à l'ensoleillement, mais avec des températures qui chutent, 9 degrés au réveil, 25 au maximum. Le prix de la baguette va-t-il flamber avec l'augmentation des coûts de la matière première et en moyenne 350% de hausse des contrats d'énergie? Le prix des produits à la vente pourrait drastiquement augmenter. Alors les artisans de Moselle tirent la sonnette d'alarme. D'ailleurs, Vincent Nigelschmidt, président de la Fédération patronale des boulangers de Moselle, nous rejoint dans quelques instants pour en parler. Mais avant, place à l'actualité. Un accès au trône en 1952 à l'âge de 25 ans, suivi de 70 ans de règne. La reine Elisabeth II a forcément marqué les esprits et encore plus depuis son décès survenu hier, le jeudi 8 septembre, à l'âge de 96 ans. Depuis, des 4 coins du monde sont recueillis témoignages et réactions. Et chez nous, les Mosellans ne restent pas de marbre. J'ai toujours connu la reine d'Angleterre quand elle était âgée, vers ses 80 ans. Et pour ne pas la suivre dans toute son actualité et tout, j'étais vraiment choqué. Je pensais pas que ça allait. Je pensais qu'elle était vraiment éternelle, quoi. Donc quand j'ai appris ça, j'en ai parlé à mes proches. Tout le monde était sous le choc. Quelqu'un qui a connu tout ce qui s'est passé dans la deuxième moitié du XXe siècle. Donc c'est l'image d'une page qui se tourne. Et après, quelle sera l'incarnation de la monarchie britannique? Parce qu'elle incarnait l'Angleterre quelque part. Donc comment est-ce que son fils incarnera la monarchie britannique? La mort d'Elisabeth II, évidemment, c'est un jour qui marque l'histoire. Cette reine, rendez-vous compte, 70 ans de règne. 80% de la population britannique a moins de 70 ans. Ça veut dire que 80% des Britanniques ont toujours connu la reine à la tête de leur pays. Et même si elle n'avait pas de rôle politique officiellement, son impact sur la société a été énorme tout au long de son règne. On savait qu'elle était déjà un petit peu affaiblie, donc on espérait tout le temps qu'elle perdure encore des années, qu'elle atteigne même vraiment la centaine. Au début, je me suis dit je m'en fiche un peu, quoi, c'est pas super, ça m'affecte pas. Et après, en fin de compte, c'est quand même un truc assez historique, quoi. Ça faisait 70 ans qu'elle régnait, elle a vécu par à peu près tous les événements historiques et j'ai vu des faits un petit peu sur la longueur de son règne, quoi. Elle a vécu pendant, je crois, 30% de l'existence des États-Unis, ce qui est pas rien, quoi. Enfin, elle a régné pendant ce temps-là et c'est assez intéressant. Elle a su tenir une monarchie, un peuple, avec aujourd'hui plus de 90% des Anglais qui aiment cette reine. On a quelques craintes, tout le monde sait que Charles III n'est pas Elisabeth II. Et il aura moins de temps. Elle a eu la chance, dès 26 ans, à commencer à rentrer dans sa fonction et elle l'a fait d'une manière formidable. On quitte la Grande-Bretagne endeuillée pour Thionville. Le maire Pierre Cuny compte bien faire face à la crise énergétique tout en poursuivant la reconquête de la commune. Par exemple, la ville et son agglomération vont accélérer la transition écologique en redoublant d'efforts sur la mobilité douce et les économies d'énergie. Explication de Fanny Bragard. À l'image de l'installation, d'ici 5 ans, d'une unité mobile de gendarmerie d'une centaine de personnels, Thionville ne cesse de regagner des habitants
Un renfort militaire qui, selon son maire, conforte et confirme le nouvel essor de Thionville. C'est un symbole fort puisqu'il y a 12 ans, c'était la compagnie de CRS 36 qui quittait Thionville. Aujourd'hui, c'est une unité de force mobile qui vient sur Thionville. Donc effectivement, il y a une vraie dynamique, il y a toujours des projets, tous les projets sont lancés. Maintenant, on est clairement confronté à une crise énergétique comme rarement, je suppose, nos prédécesseurs ont connu. Et donc, il y a des mesures très fortes qui sont prises sur Thionville. Face à la flambée des prix de l'énergie, Pierre Cuny joue la carte de la résilience. Le maire de Thionville veut même accélérer la transition énergétique de l'agglomération. Pour la fin de l'année, début de l'année prochaine, 7 quartiers soient désormais en tram noir, ce qu'on appelle les trams noirs, extinction des feux entre minuit et 5 h du matin, extinction des bâtiments publics à partir de 22 h, collecte des déchets qui sera revue sur Thionville, puisque aujourd'hui c'est 2 collectes par semaine, avec bien sûr les dépenses énergétiques qui vont avec. On s'aperçoit que 70% des habitants de Thionville ne sortent qu'une fois par semaine leurs déchets. Donc dans ces conditions, on travaillera peut-être sur une collecte par semaine. En équipant l'éclairage public de lampes LED, la municipalité espère diviser sa facture par 3. Et Pierre Cuny l'assure, il n'y aura pas de petites économies. Qui dit maîtrise de l'énergie ne veut pas dire arrêt des investissements. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'est-ce qu'on paye. C'est des bâtiments qui sont aujourd'hui peu ou pas isolés. Par exemple, nous allons refaire toutes les menuiseries de l'hôtel de ville. Lorsqu'on fait Jean Burger, c'est une passoire énergétique. Et donc effectivement, il faudra poursuivre les investissements que nous faisons, mais toujours avec un regard avec beaucoup d'acuité sur les économies d'énergie qu'on fera. Avec 2030 en ligne de mire, Pierre Cuny tente de dessiner le Thionville de demain, où cohabiteraient toutes les mobilités, en harmonie avec les enjeux environnementaux actuels. Au salon Grand Est numérique, il est très souvent question d'énergie, d'économie, mais aussi de sécurité parmi les stands. Justement, pour le prochain reportage, il sera question de sécurité. Même si de l'eau a coulé sous les ponts, la piscine d'Amnéville a choisi de multiplier les dispositifs de sécurité pour sa réouverture. Pour rappel, elle avait fermé ses portes suite à des agressions répétées sur le personnel. D'abord prévu fin juillet, puis ensuite le 15 août. Les bassins ont finalement accueilli les nageurs ce jeudi 8 septembre dans des conditions renforcées. Colline, vous êtes sur place avec le maire de la commune pour en parler justement. Oui, Uranie, depuis le 20 juillet dernier, la piscine d'Amnéville était fermée suite à l'agression physique de 2 maîtres nageurs. Des incidents similaires s'étaient déjà produits au mois de juin. Les équipes avaient donc décidé d'exercer leur droit de retrait et le maire Éric Munier avait pris la décision de fermer la piscine. Éric Munier, bonjour. Bonjour. On imagine qu'une période de fermeture de plusieurs semaines en période estivale a forcément eu des répercussions sur la cité des loisirs et notamment des répercussions économiques. Oui, bien sûr, puisque ce sont toutes les entrées que l'on n'a pas pu percevoir pour la piscine. C'est du personnel qui est sans emploi et donc sans affectation, mais qu'on doit quand même rémunérés, et puis ce sont les investissements qu'on a été contraints de faire pour permettre cette réouverture en toute sécurité. Alors les semaines de fermeture ont permis aux maîtres nageurs d'effectuer leurs soins, et est-ce que vous et votre équipe, vous avez aussi pu mettre en place un nouveau dispositif pour assurer la sécurité à la fois des maîtres nageurs et des usagers de la piscine? Oui, parce qu'on avait pris des premières mesures à partir du mois de juin, on avait mis des caméras à l'extérieur, on avait fait appel à une société de sécurité pour avoir des vigiles, tant pour filtrer les entrées que pour assurer la sécurité du bassin. Ça n'a pas suffi. Donc on a équipé cette piscine de caméras qui filment les allées centrales des vestiaires, donc les allées communes, sans bien évidemment que l'on voit ce qui se passe dans les vestiaires particuliers. Et puis on a mis aussi des caméras dans l'enceinte des bassins pour pouvoir filmer ce qui se passe dans les bassins. Ce qui aura aussi pour conséquence que les gens sauront qu'ils sont filmés et que s'il y a le moindre incident, eh bien on aura les images qui permettront d'identifier les gens. On a aussi décidé d'embaucher du personnel de sécurité. On a des personnes qui sont à demeure, qui vont pouvoir connaître jour après jour les usagers de la piscine. On a décidé aussi de mettre en place des formations pour notre personnel, formation à la gestion des moments difficiles, des moments de tension. Et on espère que l'ensemble de ces éléments vont avoir pour conséquence que les événements malheureux qu'on a
connues en juin puis en juillet ne se reproduiront plus. Merci Éric Meunier pour ces précisions. Vous l'aurez compris, vous pourrez désormais retourner à la piscine d'Amnéville tous les jours en semaine de midi à 19h et le week-end de 10h à 17h. Alors n'oubliez pas vos maillots de bain. On quitte les bassins pour parler handball. Après sa défaite avec les honneurs, 26-33 contre le Pays d'Aix en Coupe de France, Sarrebourg-Moselle-Sud Handball entame officiellement ce vendredi sa 3e saison en Pro League, la 2e division masculine. Les Sarrebourgeois se déplacent sur le parquet de Frontignan à 20h. Quel est leur état d'esprit? La préparation a-t-elle été bonne? Élément de réponse avec le président Christian Reinhardt au micro de Ghislain Schumacher. On l'attend avec impatience ce début de saison. On en a eu un petit aperçu avant-hier avec le match de Coupe de France. C'était un bon test donc contre une grosse équipe. Aix-en-Provence est quand même le 3e du championnat de Star League. Donc on a fait une belle prestation malgré quelques absences. Donc on est plein d'espoir déjà pour le premier match à Frontignan demain. C'est un promu mais qui a fait un bon recrutement également. Pour eux, ça va être leur premier match en Pro League chez eux, donc ils vont tout faire naturellement pour essayer de gagner. Ça va être très difficile, ça va être un gros combat, mais je pense qu'on a les moyens d'y arriver. On est très satisfait, c'est un entraîneur qui est proche de ses joueurs, qui a une grosse expérience, surtout du haut niveau. Donc on est très content pour l'instant de ce qui a été fait. Ça s'est vu déjà sur les matchs de préparation, sur toute la préparation. On a monté une équipe, alors c'est des jeunes qui ont joué en Star League, qui avaient très peu de temps de jeu et à qui on doit nous apporter plus de temps de jeu. Pour l'instant ils ont montré qu'ils étaient capables de faire monter le niveau de l'équipe. Les gens sont là, veulent nous voir gagner. Chaque année, on arrive à gagner plus de matchs chez nous, donc c'est bien. On va essayer déjà de ne pas en perdre cette année chez nous. Après, jouer le haut de tableau, l'an dernier, on a fini 11e. On veut essayer de se rapprocher des playoffs. Donc les playoffs, c'est jusqu'à la 6e place. Si on est 6, 7, 8e, on sera très content. Sport toujours, mais cette fois-ci on parle de lutte. Arman Eloyan est arrivé au club de Mézières-les-Messes en 2009. Depuis, il s'entraîne entre Paris, la Moselle et l'étranger et se classe parmi les 8 meilleurs mondiaux dans sa catégorie en lutte. Son objectif bien sûr, conquérir les JO 2024. Rencontre lors d'un entraînement. Chaque séance commence par le même rituel, l'entraînement. On va s'échauffer, on va faire un peu de technique et à la fin on va finir quelques matchs. Un programme intense qui demande de l'agilité à toute épreuve. Mobilité, souplesse. En tout cas, pour être un bon lutteur, il faut avoir toutes les qualités. Souple, physique, force, il faut tout avoir. Dès qu'on se sent à peu près, on peut lever les genoux. Eddy, son coach, supervise les exercices. Là maintenant une jambe fort, hop là, fort, top. Voilà, fort, top. On va travailler sur les petits détails, sur les qualités physiques, sur le placement, les aspects tactiques. C'est vraiment la motivation première, c'est intrinsèque, c'est en soi et c'est l'envie de gagner, l'envie de faire mieux, l'envie d'être meilleur. Après, le reste, tout s'apprend. Changement d'ambiance sur l'aire de combat, les choses sérieuses commencent pour Arman. Combinaison enfilée, les techniques de lutte vont s'enchaîner. La lutte est un sport de contact et de combat. Faire attention, il faut bien s'échauffer, on peut se faire mal, c'est très dangereux. La lutte, c'est pas simple. L'aspect physique représente une grande partie de la discipline, mais le mental est lui aussi essentiel. Il faut avoir beaucoup de qualité et c'est comme un jeu, il faut jouer avec l'adversaire, c'est très spectaculaire. Arrivé d'Arménie en 2009, il a suivi les traces de son frère, lui aussi lutteur dans son pays natal. Très rapidement, il rejoint le pôle France de lutte à l'INSEP. Pour celui qui est arrivé 8e au championnat du monde et 5e au championnat d'Europe, la prochaine échéance, c'est les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Ça demande beaucoup de sacrifices, il faut beaucoup de stages à l'étranger, s'entraîner avec les champions. La lutte, c'est un sport très très dur. Dans les pays de l'Est, ils sont super forts. L'Est, les Américains aussi sont très forts. L'envie d'être champion du monde, d'être champion olympique, et j'aime trop ce sport, c'est ma vie. Après un été studieux, Arman affrontera les meilleurs de sa catégorie lors des championnats du monde en Serbie dans tout juste 10 jours.
Nous sommes toujours au cœur du salon Gênes à Metz où 80 exposants se sont donné rendez-vous autour du numérique et des technologies. Mais après avoir fait le plein de technologies, on va plutôt s'intéresser à l'humour, au théâtre et à la musique. C'est possible avec la 3e édition du Festival des Antipodes. Elle s'est lancée aujourd'hui dans l'ancienne usine Bata à Moussé. Depuis 2018, la fabrique autonome des acteurs refait vivre le temps d'un week-end ces bâtiments historiques. Au programme, près d'une trentaine de spectacles transdisciplinaires créés collectivement par 32 artistes de la fabrique. Reportage. Bon festival! Bon festival! C'est parti pour 3 jours sous le signe des arts vivants. C'est dans ce chapiteau que le collectif Mythe lance les festivités avec son spectacle du nom de Prima. Si le monde de l'emploi ne veut pas de moi, j'ai décidé de me créer mon propre emploi. Gaëtan va se mettre dans la peau de plusieurs personnages pour raconter leurs difficultés dans la création de leurs projets, qu'ils soient artistiques ou professionnels. C'est pas facile de créer une école alternative en séjour. Donc voilà, on a pu faire comme on a pu, on est dans les locaux qu'on loue. Moi j'ai vraiment voulu parler de la méritocratie, qui est une chose qui est considérée dans le discours public comme une bonne chose. Et en fait, ça a des travers assez cruels sur les individus. Et c'est ça que je veux montrer. Les injonctions à toujours mieux faire, à toujours donner le meilleur de soi, si tu veux, tu peux, etc. Ce qui n'est pas vrai, en fait. On est tous très différents, on a des capacités très différentes. Pour faire passer son message, le comédien a décidé de passer par l'humour. Les collégiens venus en nombre sont conquis. Le fait qu'ils mettent en avant et en scène ces plusieurs personnalités, on a trouvé ça hyper drôle. Quand il se battait avec un frère jumeau qui n'était pas là, on a bien ri. Ouais, c'était sympa. Pour ce deuxième spectacle, direction l'ancienne salle de bal de l'usine Bata. Ici, les spectateurs assistent à une représentation d'un duo insolite composé d'un beatboxer et d'une danseuse de flamenco. La majorité des représentations du festival a été créée spécialement par la fabrique autonome des acteurs. Tout au long de l'année, ses membres se réunissent ici à Moussé pour développer de nouvelles techniques de jeu sur scène. Le festival est le moment de partage du travail qui a lieu tout le long de l'année. C'est la recherche appliquée en fait, d'une pratique, au même titre que ce qu'on fait dans nos pratiques laboratoires. Les spectatrices et spectateurs sont aussi en travail, donc on les met aussi dans une situation de travail. Ce week-end, près de 20 performances artistiques et autres moments d'échange sont au programme. Et si vous avez besoin d'aide pour établir votre programme du week-end, la rédaction vous propose une pointe de magie, un raid féminin, de la littérature et un festival de l'écologie à Rémilly. Sortez vos agendas. Ce week-end, les sorcières seront de sortie. La fête des sorcières de l'Est revient pour une 2e édition. Le domaine de Volcrange à Thionville va être envahi de 13h à 18h de païens et de sorciers. Il y aura des déambulations diaboliques, des spectacles maléfiques, un marché artisanal féerique, un programme qui donnera sûrement des sueurs froides aux petits et aux grands. Un monde magique que vous trouverez certainement au Salon du Livre et de la Bande Dessinée à Yutz. Au total, plus de 100 auteurs seront présents samedi et dimanche de 10h à 18h à l'espace culturel L'Amphi. Manga, jeunesse, roman, poésie, BD, il y en aura pour tous les genres. Alors si vous avez un bouquin à faire dédicacer, c'est le moment. Et puis si vous avez envie de devenir un super-héros le temps d'un instant, enfilez votre plus beau costume et participez au concours cosplay organisé le dimanche. Malheureusement, les inscriptions sont closes, mais vous pouvez toujours encourager les coureurs du Metz Trophy Aventure. Cette année, l'événement a mis les petits plats dans les grands avec 4 courses, dont une marche de 5 km dans le cœur de la ville pour lutter contre les violences faites aux femmes et une course chronométrée de 10 km. Départ prévu ce dimanche, place de la République à Metz. Pour terminer, si vous êtes un écolo dans l'âme ou tout simplement vous voulez en apprendre plus, direction le Festival de l'écologie à Rémilly. Vous trouverez plein d'alternatives éco-responsables, panneaux solaires, vélos presse-bouchons en plastique, fabrication de produits d'hygiène et jeux en bois recyclés. Attention, cette 2e édition se déroulera samedi et dimanche de 10h à 18h sur 2 sites, l'espace sport et loisirs et l'ancien domaine d'Auguste Roland. Et c'est le moment de nous intéresser de la hausse potentielle des prix dans les boulangeries avec notre invité du jour. Vincent Nagelschmidt, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la Fédération patronale des boulangers de Moselle. Alors on l'a dit un petit peu plus tôt, l'augmentation des matières premières, le boom des prix sur les contrats d'énergie. Aujourd'hui, quel est l'état des lieux qu'on peut faire parmi les boulangers artisans ?
C'est simple, les boulangers artisans subissent, comme vous venez de le dire, les hausses des matières premières, de la farine, des énergies, du beurre. Donc tout ça combiné font que la situation telle qu'on l'a connue jusqu'aujourd'hui, avec des prix relativement stables, risque d'évoluer. Aujourd'hui, une augmentation est forcément prévisible dans les boulangeries. Alors, je ne peux pas dire qu'elles seront forcément de 10, 15, 20%. Le prix que chacun fixe dans son magasin est libre. Chacun doit être responsable de son prix qu'il fixe en fonction de ses charges et de ses coûts. Est-ce que vous avez des exemples peut-être à nous donner, par exemple sur la baguette qui est très consommée par nos concitoyens? La baguette, c'est évidemment un symbole un peu fort pour nos citoyens, comme vous dites, mais il se pourrait qu'elle augmente assez facilement de 10 à 15 centimes, c'est sûr. Donc forcément, ça se répercuterait sur les consommateurs. Quelles sont les solutions que vous pourriez envisager? Vous parliez notamment chez nos confrères de la semaine que le gouvernement doit prendre des mesures. Ça serait quoi, par exemple, d'après vous? Bien, vous êtes des particuliers, tous nos concitoyens sont aujourd'hui protégés par le bouclier tarifaire, qui limite la hausse de l'énergie à seulement 4%. Les professionnels tels que les artisans boulangers sont des gros consommateurs d'énergie, donc ils sont sur des contrats de tarifs jaunes et donc sur des marchés sur un marché libre. Donc ils subissent l'augmentation de plein fouet. Elle n'est pas limitée à 4%, elle va de 300% à 700% chez certains de mes collègues. Donc forcément les factures vont doubler, tripler, voire plus pour certains. Donc il va falloir adapter ces prix de vente en fonction du prix d'énergie qu'on va réellement payer. Donc en fait avoir un bouclier tarifaire aussi pour les professionnels? Ça serait l'idéal, mais je ne pense pas que le choix du gouvernement sera celui-là. Mais ça, ce serait l'idéal évidemment. De protéger notre souveraineté énergétique, ce serait l'idéal. De protéger le prix de l'énergie, ce serait vraiment bien. Mais le gouvernement a mis en place certains dispositifs pour les artisans, pour les commerçants, pour des aides dédiées aux artisans pour l'énergie. Cette aide est aujourd'hui assez difficile à mettre en œuvre. Il faut il y a plusieurs critères à respecter. Un certain poids de l'énergie dans le chiffre d'affaires et un certain montant d'augmentation. Les dossiers sont relativement complexes à mettre en œuvre. Mais de ce côté-là, les artisans peuvent compter sur les services de la Chambre de métier, de tous les agents territoriaux qui sont sur place pour leur aider à monter ces dossiers. Est-ce que certains professionnels adhérents à la fédération risquent de ne pas réussir à sortir la tête de l'eau? On pense par exemple à ceux qui reprennent une activité ou à ceux qui débutent tout simplement? Bien sûr. Si de telles hausses et que chacun voit son bilan amputé de 20 ou 30 000 euros d'énergie supplémentaire pour des petites structures, ça va être compliqué de joindre les deux bouts. Et il est certain que pour bon nombre d'entreprises, ça risque d'être compliqué demain. Et alors le rôle de la fédération là-dedans? Alors la fédération des boulangers, on a la chance dans le métier de boulanger, c'est d'avoir une structure qui est un métier qui est plutôt bien structuré. On a des représentants départementaux, régionaux et nationaux qui font remonter toutes les problématiques de nos adhérents au gouvernement. Donc de ce côté-là, ça va. Et la fédération est là pour recevoir éventuellement les inquiétudes et les plaintes de nos adhérents pour les aider à trouver la meilleure solution pour l'entreprise. Les aider pour aller vers la chambre de métier s'ils en ont besoin ou trouver une autre solution de médiation ou quelque chose. On peut peut-être aussi se recentrer maintenant sur le consommateur qui va être notamment frappé de plein fouet et impacté. On entend souvent depuis quelques années la comparaison entre les produits qui sont dans les grandes surfaces et les produits qui sont réalisés par les artisans boulangers. Oui. Est-ce que là encore, il risque d'y avoir une confrontation sur ces types de prix? De toute façon, la guerre des prix, les artisans ont depuis longtemps décidé d'arrêter une guerre des prix avec la grande surface. Ce qui fait vraiment la différence entre la grande distribution et l'artisan, c'est évidemment la qualité des produits qui sont servis. Chez un artisan, vous avez tout ce tissu économique local, non délocalisable, qui restera dans les villages. La grande surface ne peut pas nous concurrencer quant à notre maillage territorial. Et aujourd'hui, un artisan boulanger doit forcément gagner sa vie sur ses produits uniquement en boulangerie. Une grande surface peut gagner sa vie aussi sur une boîte d'haricots, sur des habits, sur tout ça. Donc, pour le boulanger, la baguette n'est pas un produit d'appel. C'est le produit avec lequel, en partie aussi, il gagne sa vie. Alors pour rassurer peut-être les téléspectateurs, est-ce que les artisans boulangers vont essayer au maximum de réduire l'impact pour eux? Les artisans boulangers ont toujours essayé de réduire le plus possible l'impact pour le consommateur. On voit bien qu'en une trentaine d'années, 70%
le prix de la baguette a bien sûr évolué, mais bien moins vite qu'une heure de SMIC par exemple. Quand vous pouviez avant, vous deviez travailler 10 minutes pour vous acheter une baguette, en 1970, c'est passé à 5 minutes 60 à peu près en 2000, et pour être aujourd'hui aux alentours de 5 minutes 20. Ça veut dire qu'on a besoin de travailler de moins en moins longtemps pour s'acheter une baguette, ce qui signifie bien que la baguette évolue moins vite que l'inflation réelle que chacun peut constater. Merci beaucoup pour ces éclaircissements, merci d'avoir partagé notre plateau délocalisé et on espère bien sûr qu'il ne restera pas que les miettes pour les consommateurs. Merci. Décidément, l'économie en prend un coup parce que l'image du jour nous amène à l'usine Creutzwald Injection où 57 emplois sont sur la sellette. Un projet de cessation d'activité à Total vient d'être annoncé aux salariés de l'entreprise spécialisée dans l'injection plastique pour l'automobile. Les emplois pourraient disparaître d'ici la fin de l'année. Notre déambulation au cœur du numérique s'achève. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez Dragon Mag à 18h30, suivi du Club de la Presse. Vous avez donc une soirée riche et diversifiée sur Moselle TV. Très bonne soirée et bon week-end.